Je n'ai jamais milité dans un parti politique avant la création du MRC. Jamais. Ni au RDPC, ni au SDF, dont j'ai soutenu le candidat en 1992, mais en tant que jeune universitaire, je venais de passer avec succès le concours d'aviation de en France. J'avais donc tout à perdre. J'aurais pu me dire, voilà, je ne vais pas prendre ce risque-là, mais j'ai pensé qu'à ce moment-là, on était déjà en fait sur une trajectoire problématique pour que je puisse également m'exprimer sur le débat d'alors. Je n'ai donc jamais milité, ni dans le SDF, ni dans le RDPC. Et je pense que les membres éminents du RDPC l'ont dit eux-mêmes. On dit que vous êtes le président de Facebook. Est-ce qu'il y a les élections là-bas? Et c'est quand qu'on fait les élections dans Facebook? Ah, ça c'est formidable, c'est extraordinaire. J'aime ce genre de questions. Parce que cela veut dire que ceux qui posent cette question, soit ne connaissent pas le monde dans lequel ils se trouvent, soit en réalité veulent me priver de la possibilité d'entrer en contact avec les jeunes, avec les moyens de communication modernes, dont Facebook est un des fleurons. Donc moi, je vais partout où il est possible d'interagir avec les jeunes. Et aujourd'hui, Facebook, Instagram, TikTok même, X, comme on l'appelle aujourd'hui, tout ça sont des moyens de communication dont je me sers, comme beaucoup d'autres personnes dans le monde, y compris les chefs d'État. Il ne vous a pas échappé que lorsque le président américain actuel a eu des problèmes avec ce qu'on appelait alors Twitter, voilà, s'est activé à créer son propre réseau social. Que des chefs d'État comme ceux de France ou d'autres pays utilisent ces moyens de communication. Et même celui d'ici, même le président de la République camerounaise. Alors quel est le procès qu'on veut me faire? Non, on dit que vous êtes le président là-bas. Ah. Donc ça veut dire que le président normal, là-bas, il n'est pas président, il est votre administré. Non, oui, bon, voilà, il est mon administré sur Facebook. J'ai dit qu'on a dit qu'on dit. Oui, non, oui, non, je partage dans l'avis de ces personnes-là qu'il est mon administré là-bas, en attendant d'être mon administré à la tête de la République. Bon, ça c'est autre chose. On dit que vous êtes un sous-marin. C'est-à-dire que vous travaillez en réalité pour le RDPC en sous-marin et que vos actions consolident la place du RDPC du pouvoir en place. Valérie, on dit beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de contre-vérités. Et celle-là est fort amusante parce que si après mon parcours et à mon âge je suis encore sous-marin, je me demande quand est-ce que je vais venir à la lumière. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Si je voulais juste faire quelques rappel rapide sur mon itinéraire politique. Je suis rentré au Cameroun après mes études à l'étranger en 1983. Et croyez-moi, je venais pour soutenir un jeune Camerounais de 49 ans qui venait d'accéder à la présidence de la République, que je ne connaissais pas personnellement. Donc le parcours aussi, sur le plan universitaire, nous interpellait. On pensait qu'on entrait dans une ère de modernité, justement avec un jeune président bien formé et qui allait réformer, moderniser le pays. C'est du moins ce qui s'annonçait d'ailleurs. J'avais la possibilité de rester puisqu'on m'offrait un poste dans l'université où j'avais terminé mes études. Brillamment terminé vos études, voilà. Il faut préciser. Oui, voilà, exactement. Je peux dire aux jeunes, j'ai soutenu ma thèse à l'université de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi. J'ai pris le train, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de train rapide. C'était un train qui mettait 12 heures entre Nice et Paris. Je n'avais pas assez d'argent pour payer un billet d'avion, parce que ça coûtait cher. J'ai pris le train le lendemain, samedi. Je suis arrivé samedi soir. Le dimanche, j'étais dans l'avion pour le Cameroun. Okay. Donc, donc, ça c'est un rappel peut-être lointain, mais allons-y plus rapidement. Quand je rentre, je vous dis, et je le rappelle ici aux jeunes qui ont peut-être 20 ou 21, 22, je n'ai jamais milité dans un parti politique avant la création du MRC. Jamais. Ni au RDPC, ni au SDF, dont j'ai soutenu le candidat en 1992, mais en tant que jeune universitaire, je venais de passer avec succès le concours d'aviation en France. J'avais donc tout à perdre. J'aurais pu me dire, voilà, je ne vais pas prendre ce risque-là, mais j'ai pensé qu'à ce moment-là, on était déjà en fait sur une trajectoire problématique pour que je puisse également m'exprimer sur le débat d'alors. Je n'ai donc jamais milité, ni dans le SDF, ni dans le RDPC. Et je pense que les membres éminents du RDPC l'ont dit eux-mêmes. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe
0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X-heure. La référence, c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Alors d'où vient-il qu'on veuille absolument aujourd'hui faire croire aux jeunes Camerounais que je serai sous-marin? Et pourquoi faire donc? Sous-marin, pourquoi faire? Puisque je n'ai jamais caché, dans le gouvernement de M. Paul Biya. Et peut-être il y aura l'occasion de revenir là-dessus. Je participe à la campagne de 1992 et je poursuis ensuite tranquillement mon travail à l'université. Personne ne vous dira qu'entre 1992 et pratiquement ma nomination au gouvernement en 2004, il ne m'est jamais vu. Ni dans les rangs du RDPC, ni dans les rangs du SDF. J'étais à l'université, je faisais mon travail. J'ai enseigné pratiquement dans toutes les universités camerounaises, pas les plus récentes parce que je suis à la retraite depuis quelques temps maintenant, mais dans toutes les universités et les établissements publics d'enseignement supérieur. L'ENAM, par exemple, IRIC qui est mon établissement de base et bien d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut absolument, moyennant des mensonges, créer justement une fausse polémique? Non, je ne suis le sous-marin de personne. Ok, on continue le Congo-Ça, parce que ici le Congo-Ça va glisser. Alors, on dit que vous avez dit que vous allez organiser, si vous êtes à la présidence, la Coupe du Monde au Cameroun en 2038. Absolument. Alors, quand on fait un calcul rapide, vous serez plus très jeune, en 2038. vous êtes très gentil, c'est très subtil de votre part. D'ailleurs, si vous repoussez jusqu'à 2038, et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, parce que d'autres estiment que je suis déjà plus très jeune, ce qui n'est pas faux. Mais je suis encore dans une tranche d'âge où on a suffisamment de vigueur et on a encore beaucoup à apporter à son pays. Pourquoi 2038? Oui, je voudrais que le Cameroun co-organise la Coupe du Monde de 2038 oui, avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, qui sont avec le Cameroun, 4 grandes nations du football, d'abord africain et mondial. Oui. Ce n'est pas pour rien que nous avons 5 étoiles pour ce qui est de la CAN. Ce n'est pas pour rien que dans le monde entier, on respecte le Cameroun parce que c'est nous qui avons permis à l'Afrique d'avoir des places supplémentaires à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et donc cela mérite aujourd'hui que nous puissions prétendre à l'organisation de la Coupe du Monde. Mais pourquoi je choisis celle de 2038 ? D'abord parce que celles avant sont déjà prises. Deuxièmement, parce que ça nous laisse le temps de nous mettre à niveau. Alors, pour répondre de façon très précise à votre question, pourquoi est-ce qu'au Cameroun en particulier, mais peut-être en Afrique de façon générale, on pense que quand un chef d'État commence un projet, il doit le terminer. Je ne dimensionne pas le Cameroun et l'avenir du Cameroun à ma propre temporalité, c'est-à-dire à ma durée d'existence sur la Terre. Je mets en perspective des idées et d'autres vont continuer. Tenez par exemple, les Jeux Olympiques organisés par la France en 2024 ont été gagnés de haute lutte par le président français Jacques Chirac devant Tony Blair. D'ailleurs, c'était vraiment une bataille entre la France et la Grande-Bretagne. Mais est-ce que c'est lui qui a organisé les Jeux Olympiques? Non, c'est M. Macron. Ok, donc ça veut dire que... Je cite encore deux autres. Afrique du Sud. C'est Mandela qui obtient l'organisation de la Coupe du Monde de 2010, mais ce n'est pas lui, c'est Zuma qui fait la Coupe. Et on peut prendre la Coupe du Monde de 2014 au Brésil avec le président Lula, mais c'est Dilma Rousseff qui va faire cela. Donc moi, je voudrais que la Coupe du Monde soit premièrement une occasion extraordinaire de rassemblement national, de mobilisation, mais en réalité de mise à niveau du pays parce que ça va nous obliger à nous donner les moyens d'être à la hauteur de l'événement. Cela veut dire beaucoup d'investissement dans les infrastructures de transport. Nous n'allons pas demander aux gens de venir et de voir l'état de notre voirie actuelle ou de marcher dans nos grandes villes à pied. Donc il va falloir investir par exemple dans les moyens de transport, dans l'hôtellerie, dans les activités commerciales et dans beaucoup d'autres. Pour moi, c'est au-delà du projet sportif, c'est un projet économique. C'est une mise en perspective du pays pour l'avenir. Alors, ce Congo-Ça nous amène deux sous-Congo-Ça. Le premier sous-Congo-Ça, ça veut dire que le président actuel, il a dit émergence en 2035. Ça veut dire que si vous organisez la Coupe du Monde 2038, vous continuez son travail. Mais bien sûr, quand on met un pays en perspective, je n'ai jamais prétendu que les idées qui étaient développées par le gouvernement ou le régime actuel étaient toutes mauvaises. Loin s'en faut. C'est d'ailleurs le pays souffre de la non-mise en application, de la non-exécution de ces idées-là. Il y a eu de bonnes idées. Quand on vous dit... septennat des grandes ambitions. Il y avait les barrages et un certain nombre de choses. Mais vous êtes, comme moi, témoin de ce que ces barrages ont été soit exécutés, pour ceux qui ont été exécutés très tardivement, avec beaucoup de retard, ce qui fait qu'on n'a pas résorbé le déficit énergétique qu'on avait. D'autres n'ont même pas du tout été exécutés. Et quand enfin on a exécuté quelques-uns, ils ont été mal exécutés avec des défauts de construction. Donc ce n'est pas l'idée de départ qui est mauvaise. C'est la mise en œuvre et tout ce qui va avec. Par conséquent, si effectivement on devait remplacer le président actuel, il faudrait que l'on travaille activement pour que le pays soit... J'aime pas trop le mot émergence, mais puisqu'il est à la mode, employons-le, pour qu'il soit émergent en 2035 ou avant. Mais il faut que le Cameroun, qui, je le signale pour les jeunes, en 1980,
nous étions un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, c'est-à-dire avec la Corée du Sud. C'est-à-dire que ce sont des pays qui, en une génération, devaient être des pays développés, industrialisés. Et vous voyez bien que nous avons régressé. C'est ça c'est factuel. Et c'est ce que nous devons combattre. C'est-à-dire que le projet national doit être un projet que l'on passe de génération à génération. Voilà. Et donc, pour cela, il faut avoir une vision partagée avec les jeunes en particulier, parce que c'est à eux. C'est pour eux qu'on balise le chemin, c'est eux qui vont prendre. Et il faut qu'ils comprennent le projet et qu'est-ce que c'est que l'intérêt national. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris suffisamment en Afrique, c'est l'intérêt national. Vous ne pouvez pas bâtir un pays ici. Ensemble, collectivement, vous n'avez pas défini ce que vous comprenez, ce que vous entendez, par intérêt national. Parce que personne ne va s'écarter de l'intérêt national. Le deuxième sous-Congo-ça de ce Congo-ça, c'est qu'est-ce que le call-boxer ou la Bayam Selam ou le Ben Skinner, qu'est-ce qu'il va gagner ici à la Coupe du Monde ici? Il y a déjà eu une CAN ici. Oui. Ça n'a pas beaucoup bougé les lignes. Qu'est-ce qu'ils vont gagner concrètement? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Merci de l'exemple de la CAN. Mais est-ce que nous avons fait la CAN avec le niveau infrastructurel d'investissement économique et tout cela qui avait été annoncé? Non. C'est pour ça que la Bayam Salam, la call-boxer, n'a rien gagné. Parce qu'on avait annoncé, par exemple, à Olembe, un hôtel de 4 ou 5 étoiles. On avait annoncé plusieurs autres terrains, y compris plusieurs autres aires de jeu, y compris des piscines olympiques, etc. etc. Cela n'a pas été réalisé. Mais revenons-en au Bayam Salam. Si vous voulez moderniser, par exemple, prenons notre capitale, vous devez moderniser la capitale, il faut le faire en tenant compte de tous les opérateurs. Vous ne pouvez pas croire que vous allez oublier justement la Bayam Salam et la call-boxer. Notre vision, notre projet, c'est de travailler avec eux. Et au lieu qu'on occupe la chaussée de façon anarchique, nous allons faire comme dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire des marchés spécialisés, de grands marchés. Parce que pourquoi est-ce que tout le monde s'agglutine au même endroit? Parce que les gens, un jour, je vais vous dire... Parce qu'il y a plus de clients pour la route que dans les Exactement, mais tout à fait, exactement, vous avez répondu. C'est-à-dire, j'ai posé la question un jour à des jeunes qui vendent sur l'avenue Kennedy. J'ai dit, mais pourquoi chaque fois on vous chasse, vous revenez? Et ils m'ont dit non, nous n'avons pas de problème. Mais si on veut déplacer tout le monde, qu'on déplace donc tout le monde au même endroit. Parce que les clients vont... Voilà. Donc si, pendant que nous sommes à Bangomo, d'autres restent à Kennedy, mais ils vont vendre et nous, on ne va rien vendre. Mais si vous dites donc, voilà, nous avons un marché des vivres ou de produits vivriers, où on va trouver nos produits vivriers agricoles que nous connaissons, les fruits et légumes, à tel endroit, chaque Camerounais sait que si je veux acheter des légumes, des bananes, des plantains, le manioc et tout ça, je vais à tel endroit, les mamans vont se déplacer là-bas. Il faut non seulement les déplacer là-bas, ne pas les jeter comme à la poubelle dans une... Il faut moderniser, aménager. Si vous voulez accueillir la Coupe du Monde, il faut avoir envie d'amener les gens dans ce marché-là. Donc ça veut dire que vous allez aménager une plateforme commerciale qui puisse accueillir cela dans la propriété, mais aussi pour notre hygiène. Donc voilà ce qu'elle va gagner. Ok. Alors, dernière question de cette rubrique. On dit que vous avez une mémoire d'éléphant. C'est-à-dire que vous vous souvenez de tout. Ah. Alors, ce qu'on vous demande maintenant, c'est de nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que vous entriez au gouvernement et pour que vous en sortiez et que vos anciens collègues ne vous blairent plus maintenant. C'est-à-dire c'est comme si vous arrivez à les champs de route. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Merci de me prêter une mémoire d'éléphant, mais je peux effectivement dire j'ai un cerveau qui tourne bien. Ok. Pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré au gouvernement à la demande du gouvernement. C'est-à-dire sur une démarche du gouvernement. Et je vais vous dire ce que j'ai déjà dit à diverses occasions et que certains ne veulent pas entendre. Je suis entré au gouvernement parce que dans votre vie, il vient toujours un moment où vous devez arbitrer entre des postures politiques, voire des convictions politiques et le pays. Vous pouvez dire par posture que vous refusez d'entrer dans ce gouvernement-là, mais qu'est-ce qui est plus grand? C'est le Cameroun ou votre posture politique? Et donc, d'autres diront que c'est la mangeoire. Bon, là, le gombo glisse là-bas. Dans ce cas-là, c'est parfait. Ce que je veux dire, le plus simple aurait été de démontrer que, étant au gouvernement, j'ai pris un seul centime qui ne me revenait pas d'après la législation. C'est-à-dire, j'ai pris plus que mon salaire. Je peux m'enorgueillir d'être parmi quelques Camerounais, et peut-être ne sont-ils pas très nombreux, d'être entré au gouvernement et d'en être sorti sans qu'on me poursuive pour détournement des deniers publics. Sans qu'on me poursuive pour quoi que ce soit. Les gens oublient qu'avant d'être au gouvernement, j'ai été doyen de la faculté de droit pendant 6 ans. J'ai géré la faculté de droit à un moment où elle était par terre. J'ai trouvé la faculté de droit par terre. Les diplômes
de notre faculté de droit et sciences politiques n'étaient plus reconnus à l'étranger à leur niveau. Un jeune partait d'ici avec sa maîtrise et on le rétrogradait et il commençait en deuxième année ou en troisième année, dans les meilleurs des cas, où ça variait selon le pays. Nous avons remis la faculté en marche et remis le niveau de la faculté au niveau international. Mais personne ne dit que pendant cette période, où d'ailleurs nous travaillions, j'allais dire, en nous arrachant les ongles parce qu'il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui, j'ai distrait un seul centime. C'est pareil lorsque je suis passé au ministère de la Justice. Donc on est entré parce que nous avions une mission au ministère de la Justice. Je peux vous assurer, Valérie, les activités courantes du ministère de la Justice, quand j'y étais, j'étais en charge de la législation, donc rédiger les textes, des droits de l'homme. Tout ce qui est droits de l'homme, c'est une direction qu'on a créée. Nous avons été de ceux qui ont plaidé pour qu'on crée cette direction, parce qu'il y avait vraiment une question de droits de l'homme et nous voulions qu'on soit plus regardant là-dessus. Et la troisième direction était la direction des professions judiciaires. Donc, quand vous entrez, mais ça c'était à côté de la mission principale qui m'était confiée, qui était de m'occuper de la mise en application de l'arrêt dans l'affaire Bakassi. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, notamment quand j'étais doyen, j'ai conduit des délégations techniques. Mais il s'est dit, notamment du côté de la partie adverse, le Nigeria, et à juste raison. Mais pourquoi ce monsieur-là conduit et signe les documents en quelle qualité? J'étais doyen, mais je ne peux pas engager un gouvernement. Ouais. Et donc, je pense que cela a joué dans mon appel au gouvernement. Donc, moi, j'y vais et j'ai continué du mieux que je pouvais à mettre mes modestes compétences au service de la nation camerounaise avec la plus grande fierté. Je crois, en tant que Camerounais, mon séjour sur Terre, c'est une des contributions dont je suis le plus fier. D'avoir préservé, contribué à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. La sortie, c'est lié. L'entrée était motivée, à mon sens, par le dossier Bakassi. Ma sortie est motivée par le dossier Bakassi. Je sors quand j'ai complété, quand j'ai fini le travail sur le dossier Bakassi. Je vous signale, oui, déjà on a gain de cause devant la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002. Mais moi, je ne démissionnerai qu'en 2011, novembre 2011, comme vous le savez. Et donc, quand même, vous avez resté longtemps avant de démissionner. Non, ben j'étais pas au gouvernement depuis 2022, je suis entré au gouvernement fin 2004. 2004, ok. Donc, donc je suis pas entré au gouvernement en 2002, pardon, fin 2004. Mais c'était pas peu, mon séjour au gouvernement n'a pas été court, je ne suis pas, ça a été 7 ans. Ouais. Donc c'est pas peu. Pas peu. Voilà, donc on acquiert aussi beaucoup d'expérience grâce à cela. Donc quand je démissionne, c'est que je rentre de New York, où j'ai eu une dernière réunion séance de travail entre le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la partie nigériane, nous, Camerounais, délégation camerounaise, dont j'avais la conduite sur le plan technique, et la délégation nigériane, tout cela avec le secrétaire général des Nations Unies. On a adopté les derniers documents, qui étaient effectivement le document qui donnait les coordonnées de toutes les bornes qu'il fallait implanter. Donc ça, mon travail était fini, parce que l'implantation des bornes, c'est un travail physique, matériel. Il faut aller creuser et construire les bornes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pensé que mon travail, sur ce dossier crucial, sur ce dossier, en fait, qui fait appel, n'est-ce pas, au patriotisme de chaque Camerounais, était terminé. Et donc, j'ai quitté le Dernière chose. Si on vous dit, il y avait quoi avant? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il y avait quoi avant? Sur le plan politique, je vous dirais qu'il y avait un système extrêmement autoritaire, dictatorial même. Je dirais même avec des tendances totalitaires, parce que c'était un système sous-tendu par un parti unique. Donc, même le peu de liberté d'expression que nous avons aujourd'hui, ce n'était pas possible. Donc, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Mais quand on regarde aujourd'hui et qu'on fait la comparaison, en termes, si vous voulez, de violence politique, je ne suis pas sûr que ce régime-là, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant très longtemps, ait été plus violent que le régime actuel. Pourquoi? Parce que si on regarde le nombre, avant, il y avait de l'élimination, par exemple, physique des militants nationalistes. Ça, il n'y a pas eu de détails là-dessus. Il n'y a pas de procès. Voilà, exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, regardez, si on remonte au coup d'État, tentative de coup d'État d'avril 1984, mais je dirais même au coup d'État, au pluriel, de 83 et 84, le nombre justement d'exécutions qui ont eu lieu. Mais si je remonte, on va dire quoi, les 9 de Bépanda, puisque c'était la formule. Voilà. Si je continue, l'assassinat des religieux, Monseigneur Plumet, plus récemment Monseigneur Bala, mais des prêtres, Monseigneur le Père Bassi et le Père Angèle Bemveng, les sœurs de Djoum, et je peux continuer jusqu'à plus récemment avec Martinez Zoko. Donc on est là devant une situation
qui, sur le plan politique, donne des frayeurs, parce qu'on croyait vraiment avoir fait des progrès en sortant d'un système qui était quasi totalitaire à un système qui donne l'impression d'ouverture. Bon, maintenant, sur d'autres plans, on ne va pas rester sur le plan politique, sur le plan économique, et notamment sur le plan de l'industrialisation, je crois qu'il y avait énormément de choses avant. Permettez-moi de vous dire que on appelait à l'époque des provinces, toutes les provinces, il y en avait 7. Okay. Avant qu'on ait aux 10 régions aujourd'hui, il y en avait 7. C'était le Grand Nord qui était une région. Exactement. Ce qu'on appelle l'extrême nord. Nord, Adamawa, c'était effectivement une seule province. Et toutes les provinces du Cameroun avaient une grande société de développement. C'est-à-dire Sodekao, Soderim, Sodekoto. Il y avait un projet agricole à Sanchou. Voilà. Donc il y avait des projets de développement rural dans tout le pays. Okay. Sur le plan industriel, est-ce que les jeunes savent que nous avons fabriqué les motos avant les Chinois? On montait les motos ici au Cameroun. Oui, les Chinois étaient encore à vélo. Nous, la maison du faisait les vélos, les vélos Solex qui avaient un moteur, et puis les motos bébés. Ça s'appelait bébé. C'était fait au Cameroun? C'était fait au Cameroun. Okay. Est-ce que vous savez qu'on fabriquait les carreaux ici au Cameroun avec Sericam? Est-ce que vous savez que nous étions l'un des rares pays en Afrique subsaharienne à faire de l'électronique avec Équatorial Électronique? L'usine était sur le boulevard qui passe devant l'hôtel Aqua, sur la droite comme ça. Vous comprenez? Okay. Et je peux continuer. Donc il y avait vraiment, et ce n'est pas pour rien que nous étions donc justement un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure, parce qu'on avait une base industrielle solide. Sur le plan des transports, aujourd'hui les jeunes, pour ceux qui tentent l'aventure de l'immigration, c'est quand ils arrivent à l'étranger qu'ils savent comment on prend un bus pour marcher dans la ville. Non, au Cameroun, il y avait les bus comme en Europe, comme en Occident, où on compostait le billet. J'ai connu la Sotuc quand même. Voilà, la Sotuc. Ça fait que je suis plus très jeune. et moi qui habitais Essos, quand j'étais étudiant, moi je montais à l'avenue Germaine, je prenais mon bus, je compostais et ça me déposait devant l'université de Yaoundé, qui était l'université unique à cette époque. Okay. La Cameroun Airlines, fleuron de l'aviation africaine. Il fallait avoir le courage, à ce moment-là, en 1973, 71, 73, de quitter Air Afrique et de dire je construis une compagnie aérienne nationale. Nous l'avons fait, c'est-à-dire notre pays l'a fait. C'était une fierté pour toute l'Afrique. Tout le monde se disait on va se casser le nez. D'abord, depuis quand est-ce que les nègres ou les noirs savaient piloter les avions et tout? Nous l'avons fait. Je me souviens, j'étais lycéen ou étudiant, quand on pose le premier avion Cameroun Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Douala, c'était un 707, piloté par le commandant Angounou. Et Amadou Aïdjo l'attendait au pied de la passerelle et l'a salué. Et nous, on était aux anges, on était dans l'extase. Je dois vous dire, Valérie Ndongo, je n'ai jamais su de quelle région était le commandant Angounou et ça ne m'intéresse pas. Je savais que c'était un Camerounais et qu'il faisait notre fierté. Ok, merci Maurice Kamto. Alors on va continuer. La prochaine rubrique s'appelle Art et culture. Du 237. C'est-à-dire là maintenant on est dans mon quartier. C'est-à-dire maintenant je vous amène dans mon secteur même. C'est-à-dire là je peux vous poser les questions sans lire. Mais il faut même imaginer quand quelqu'un t'amène dans son secteur comme ça, il faut avoir peur. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous allez devant, vraiment il ne faut pas dire que le petit m'a menacé. Non, on va gérer. Ok, alors première question. Aujourd'hui, est-ce que vous, on va commencer doucement. Oui. Est-ce que vous pouvez encore sortir une joka? C'est-à-dire vous allez danser, boire un verre et puis une joka tout simplement? Non, pas. Je ne le fais pas et je n'ai pas envie de le faire. Non pas parce que je suis dans une logique de rupture générationnelle, non. D'abord, j'estime que... Il y a plus vos musiques? Non, il y a toujours. Okay. Il y a encore des gens de mon âge qui y vont. Mais ça ne me parle pas beaucoup. Et puis, franchement, le travail que nous faisons n'est pas petit. Hein. Okay. Ça vous occupe sérieusement. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la vitesse avec laquelle on réagit. Ce n'est pas écrit, c'est quelque part. C'est quand ça sort que tu t'assois, tu dois concevoir et faire tout ça et traduire en anglais. Donc, ça absorbe suffisamment. Et comme j'ai quand même maintenu quelques activités aussi professionnelles, notamment à l'étranger, je suis dans un certain nombre de structures où je dois participer à des réunions annuelles de sessions. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour faire cela. Ok, donc on n'a plus le temps d'un joker, ça on a compris. Maintenant, alors, parmi les artistes, est-ce que Valsero est le seul artiste que vous connaissez, que vous fréquentez? Ah, Valérie, merci de citer mon ami Valsero. Non, ça ne peut pas être le seul. C'est vous le seul ami artiste? Non, je le cite parce que j'ai une affection particulière pour lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un artiste qui accepte de faire de la prison, comme Valsero, je ne dis pas que ça doit être le certificat ou systématique. Ah, okay. Non. Mais vous me rassurez, non, certainement pas. Non. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je ne vous connais pas? Oui, bon, peut-être vous n'avez pas le même. Non, peut-être on n'a pas encore le même degré de relation de proximité, mais je vous connais. Et parmi les artistes que je citerai, il y a Valérie Ndongo. Mais revenons à Valsero. Donc, ça n'est pas indifférent de passer 9 mois en prison, ou presque 9 mois en prison avec une personne. Ça vous permet de mieux la connaître, de connaître aussi ses idées, la profondeur de ses convictions, de son engagement. Et Valsero, on a eu le temps d'échanger suffisamment en prison pour que je comprenne que c'est un artiste dont l'engagement est antérieur d'ailleurs à notre rencontre.
l'engagement politique, sa première, sa voilà. lettre au président. Au président, c'est de loin antérieur. C'est antérieur, on va dire, c'est vraiment son entrée, on va dire, dans l'activisme, si on peut dire ça comme ça. Exact, parce qu'il ne faut pas faire comme si il avait découvert la politique avec moi. Non, il avait déjà ses engagements politiques. Non, je vais vous citer dans les autres. Ça ne peut même pas être effectif. D'abord, il ne faut pas réduire les artistes aux musiciens. Sinon, je ne dirais pas que Valérie est un artiste. Les artistes, c'est plus large que ça. Non, vous l'avez cité. Aujourd'hui, on va dire, comment dire au quartier, c'est ma part de chance que vous ayez accepté de venir. Non. Donc, il y a les musiciens, mais il y a Valsero. Mais il y a quelqu'un que, je vais vous dire d'emblée, avant de prononcer son nom, dont je suis fan. Je dis bien fan. Au moins depuis 15 ans avant qu'il ne s'exprime en public sur les questions politiques. C'est Richard Bona. Je suis amoureux de la musique de ce bonhomme. Il y a une telle pureté dans sa façon de faire la musique. Et je respecte énormément le fait qu'il chante dans les langues africaines et notamment camerounaises. Et pourtant, il réussit à en faire une musique internationale de niveau mondial. Il gagne les Grammy Awards avec ça. Il fait une musique propre. Et ça n'a rien à voir avec... C'est le fan qui parle là. Donc ça n'a rien à voir avec son engagement politique. Donc j'allais dire, son engagement politique rajoute simplement à l'estime que j'ai pour lui. Mais il n'y a pas que lui. Bon, ce n'est pas des gens par contre, parce que vous avez parlé d'amitié. J'en ai pas beaucoup, mais il y a des artistes camerounais que je suis et que j'apprécie. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche XH. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à XH. La référence, c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. J'ai déjà parlé en d'autres circonstances de Daphné, de Salaciel, même si certains parfois tombent dans la facilité, mais il y a les Malox, il y a les Chris M, n'est-ce pas? Et donc... C'est bien parce qu'il y a une question sur lui qui va arriver. Ah bon. Donc vous voyez que la gamme est large. Et je peux vous dire, parmi les grands anciens, mais il y en a qui sont partis, je ne veux même pas aller parce que je vais en oublier et on pourrait m'en vouloir alors qu'ils sont nombreux que j'aime. Évidemment, je ne parle pas du patriarche, celui qui a ouvert la voie à beaucoup d'entre eux, Manu Dibango, mais il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, Camille Briand, et qui vraiment était dans des rapports très courtois avec moi. Donc Camille Briand, il y a Tala André-Marie également. Et voilà. Donc on suit, même si je ne peux pas citer tous les noms. Voilà. Vous êtes un connaisseur. Oui. Mais je retiens quand même que vous avez des amis, Valsero et Bona. Non, oui, mais si vous voulez, ça comme ça, mais non, c'est il y a les caresses photos, il y a les Lady Ponce, merveilleux artistes, il y a Charlotte Dibanda. Non, mais c'est pas que les deux. Bon, mais les deux parce que pour l'un je suis fan, pour l'autre j'ai des rapports, c'est-à-dire j'ai des contacts personnels avec lui. Je retiens quand même que vous deux Pancho. C'est les deux là. Ok, j'accepte. Okay. Et je m'en enorgueillis, je m'en réjouis. Mais avoir des amis de cet acabit, on doit s'en réjouir. Mais vraiment, parmi les artistes, je voudrais citer encore 2 ou 3, parce qu'il ne faut pas réduire à la musique, ni même au théâtre ou au cabaret, ou à autre, comme ce que vous faites excellemment. Mais je pense qu'il faut parler, par exemple, des peintres. Oui, je voudrais parler ici de quelqu'un comme Francis Bella, dont j'ai au moins 2 tableaux, une toile peinture à huile magnifique. Connaissant qu'on écoute ces tableaux, je ne vais pas dire aux jeunes qu'on écoute les tableaux de ce peintre-là. S'il en a 2, le monsieur gagne sa vie. Donc il y a des gens comme ça. Il y a je crois, les Soumenier aussi. Oui, parmi les sculpteurs, ouais. Donc dans la sculpture monumentale. Au rond-point de Daïgo. Qui fait partie déjà des identités du Cameroun. Exactement. Il y a Togo, parmi les peintres encore, il y a Barthélemy Togo, il y a Yamgem aussi. Hervé. Oui, il y a Salif Linda, c'est Lindou. Et il y a Disake, il y a un certain nombre. Okay. Et tout à l'heure, je vous parlais de musique. J'allais oublier quelqu'un qui paie à son âme. Et
Je ne l'avais jamais rencontré. Mais je crois que, sauf brièvement, tout à fait brièvement, enfin j'étais à 1 mètre de lui à Paris lorsque j'ai fait le grand meeting. Pour moi, c'est le maître du Bikutsi. C'est Nkodo Sitoni. Ouais. Pour moi, c'est le maître. C'est, bon, chacun a ses maîtres. Hein. Ok. Mais vraiment, je crois qu'il a apporté au Bikutsi Quelque chose. oui, quelque chose. Et que d'extraordinaire. peut-être les gens n'ont pas compris et Les gens ont suivi. compris, je pense. Voilà. Ouais, Parce que ça, c'est. Il Il a mis ça à un autre niveau. Il est peut-être d'une génération, comme a dit Ingrate, où il y avait Voilà, pas encore. voilà, merci. une certaine Mais pour reconnaissance moi, quand je vous parle de fan, voilà quelqu'un dont je suis également un fan. Ok, Mais bon, maintenant, malheureusement, ça va pas comme. on va aller sur une question que j'appelle un peu brûlante Ouais. dans la culture. Ouais. Alors, après 2018, après l'élection 2018, alors il y a eu un mouvement de boycott quasi systématique de certains artistes camerounais qui devaient prester à l'étranger, notamment en France, Belgique, Allemagne, qui sont les pays où les artistes camerounais bougent le plus. Alors il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de boycott. Malheureusement, à tort ou à raison, des gens qui se réclameraient sympathisants ou non du MRC. Alors la question c'est, moi je ne me souviens pas vous avoir entendu dans cette période-là. Sans doute, avez-vous raison. Il y a des situations. Parce que le boycott quand même, Non, si vous êtes demain à Etoudi, on pourra vous boycotter aussi sur Oui, certaines oui, choses. oui, mais il faut s'y attendre. Si vous ne vous y attendez pas, ou bien si vous n'êtes pas préparé à accepter cela, ne cherchez pas à aller à écouter. Parce que ça fait partie du lot d'un homme politique. Ok. Quand vous dirigez un pays, il faut savoir que ce sont des contradictions que vous allez gérer tous les jours. Et donc, attendez-vous aussi à ce que les gens ne soient pas contents qu'ils manifestent. Il faut simplement qu'on sache gérer cela. Voilà, donc. Mais pour revenir aux artistes qu'on a boycottés, il y a des situations face auxquelles parfois vous êtes très embarrassé. Vous êtes très, très embarrassé. Je pense qu'on doit laisser les artistes s'exprimer. Vraiment, le propre d'un artiste, d'ailleurs, c'est d'être non conformiste. Mais en même temps, les artistes ne doivent pas se méprendre sur ce qu'ils sont. Ils sont des références dans la société. Et on a l'impression qu'ils perdent ça de vue parfois. Et croient qu'ils peuvent effectivement se livrer à certaines activités sans conséquence. Je pense que ce boycott-là est venu du fait que des artistes, des gens, à tort ou à raison, avaient le sentiment d'être trahis par des artistes en qui ils investissaient sans doute beaucoup. À un moment donné, les gens s'attendent à ce que les artistes aussi soient les porte-paroles, j'allais dire, ou en tout cas les porte-voix de la société profonde, de la société réelle. Comment voulez-vous? Des millions de gens vous acclament, mais ils sont dans la détresse et vous ne dites rien. Ou plutôt, parfois, vous donnez l'impression que vous êtes copain avec ceux qui créent cette voilà, sont responsables de leur malheur. Ne soyez pas trop surpris qu'ils réagissent aussi d'une certaine façon. Mais donc on est même, embarrassé devant une telle situation. Je comprends l'embarras, mais quand même, en tant que leader politique, est-ce que cette situation qui était suffisamment grave et qui a été une raison de mettre encore en mal le vivre ensemble, qui a exaspéré les tensions et qui aurait pu aller très loin. Est-ce qu'en tant que leader politique, quand même, je vais vous poser. Vous ne pouvez pas aider à apaiser non, ce genre de tension on aide autant. officiellement. On aide autant qu'on peut. Oui, officiellement. Non, dans les barbacs, c'est autre chose. Non, je n'ai pas dit dans le barbac, je dis bien c'est officiellement. Je dis bien officiellement. Vous avez dû voir une sortie que j'ai faite hier ou avant-hier. Bon, voilà, c'est ça. Parce que les gens. D'accord, ok. Mais je reviens sur le cas des artistes. Mais, Monsieur Valérie Ndongo, est-ce que vous savez combien d'artistes, même simplement des humoristes, qui ont fait des prestations à l'occasion d'événements où j'étais présent, ont été, je ne dis même pas boycottés, violentés. Je me souviens, il y avait un événement à Douala, j'étais avec Maître Yondo Black, l'événement va me revenir, et il y a un jeune, mais vraiment humoriste, sans plus, il ne s'était pas attaqué aux institutions, comme on dit dans notre pays, ou aux dirigeants. Il avait fait son humour, et à la fin, après cette prestation, dont les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, non seulement il a été boycotté, mais il a été brutalisé. Mais comment se peut-il? Pourquoi? Quel artiste s'est levé pour... Je ne parle même pas d'homme politique. Quel artiste s'est levé pour le soutenir? Pour dire c'est pas normal. C'est pas parce qu'il va prester. Et le comble, c'est qu'il avait commis, entre guillemets, 1000 guillemets, l'erreur de prendre une pause, de venir mettre la main sur moi et prendre voilà, faire un selfie avec moi. Ça, c'était la peine de mort pour lui. Et donc, vous voulez que je navigue comment dedans? Ou les mêmes artistes qui sont boycottés ailleurs ne disent rien quand un jeune artiste, parce qu'en plus il s'agit d'un jeune artiste éminemment talentueux, parce qu'en plus, comme le critère ici, chez nous, est devenu très ethnique, n'était pas de la même origine ethnique ou de la même région que moi, on trouvait en plus que c'était scandaleux, et même une trahison, qu'il ose faire une telle prestation. Comment vous gérez toutes ces contradictions dans un pays? Est-ce que c'est une raison pour vous de ne pas monter au créneau quand il y a des boycotts généralisés? Parce que ça a été quasi généralisé. Généralisé à qui? Généralisé à ceux... Aux artistes camerounais. Non, c'était pas à tous les artistes. Non, c'était pas à tous les artistes. Pas tous les artistes. Ben alors, voilà. Mais il y en avait suffisamment. Mais je suis en train de vous citer un exemple contraire. Vous balayez ça du revers de la main et vous ne voyez que les autres. Non, je dis que notre pays
Je poserai la question aux autres. Oui, Quand je vais avoir oui. en face, aucun n'ont pas réagi. Mais aujourd'hui, c'est vous que j'ai là. Oui, mais vous l'avez et je vous réponds, je dis on est dans l'embarras, on est dans la perplexité. Il ne faut pas croire que l'homme politique a toutes les solutions qu'il tire du chapeau comme ça. Il y a des... croit, hein. Je ne sais pas vous. Non, et ce serait un mensonge. Dès que vous êtes élu, nous on sait que vous devez trouver les solutions. Non, on doit les trouver ensemble, Valérie. C'est pour cela que je dis toujours ensemble. Le slogan de ma campagne de 2018, c'était ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. C'était le slogan de ma campagne. Je n'ai jamais, mais à aucun moment. Vous savez, beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup ont dit que j'avais un comportement de gourou, j'ai dit que j'étais le Messie et tout. Et c'est tout le contraire. Et les autres revendiquent la qualité de Messie. Ou bien leur soutien, disent qu'ils sont Moïse, qu'ils sont Dieu et tout. Personne ne dit rien. Mais moi qui ai toujours dit, je ne suis pas un Messie. On va le faire ensemble. On va trouver des solutions ensemble à nos problèmes. On me dit que je suis le Messie. Non, je ne trouverai pas des solutions tout seul. Donc, en tant qu'homme politique, il faut comprendre qu'il peut y avoir que nous soyons devant des situations embarrassantes. Et qu'on se dit, mais on prend ça de quelle manière? Voilà. Ok, alors, on va continuer, M. Kamto. Bon, si vous êtes président demain, la culture camerounaise, elle est comme elle est. Comment vous comptez la financer? C'est-à-dire quel mécanisme vous comptez mettre en place pour qu'il y ait plus de moyens afin que les artistes créent et vivent nettement mieux maintenant? Bref, comment comptez-vous financer la culture? Les moyens sont nombreux. Parmi les moyens, il y a les moyens provenant de l'État directement, donc par le budget de l'État, par des allocations. Il y a des moyens qui peuvent venir du secteur privé. Les moyens provenant de l'État sont de deux ordres. J'ai toujours dit, et en 2018, j'ai dit si nous réduisons de façon drastique le train de vie de l'État au Cameroun, il y a beaucoup de choses que nous pouvons financer, non seulement dans la culture, mais dans la santé. Quand j'ai dit qu'il fallait une couverture maladie universelle, où est-ce que je trouve l'argent? C'est dans la réduction du train de vie de l'État. Je vous donne un seul exemple. Je vous ai dit, et ça n'a pas changé, en 2018, que ce qu'on appelle les frais de bouche dans l'administration, c'est-à-dire les petits fours qu'on organise à la fin d'une réunion ou d'une commission, c'est 60... L'article 2 du régime. Voilà, c'est 60 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. C'est pas quoi faire. Et j'ai dit que, bon, comme je suis un père très gentil, je ne vais prendre que 50%, je prends 30 milliards. Qu'est-ce que je ne peux pas financer avec 30 milliards? Si je mets 30 milliards réellement dans la culture chaque année, vous croyez qu'on ne va pas avoir un impact? On ne va pas voir l'impact? Je crois que oui. Bon, mais ça, c'est donc rien qu'un chapitre de la réduction du train de vie de l'État. Je ne vous ai pas parlé de véhicules administratifs, je ne vous ai pas parlé de la consommation des carburants, etc., etc. Mais prenons les ressources qui viendraient maintenant du secteur privé. J'estime qu'on doit prélever un certain nombre de taxes ou d'impôts alloués à la culture. Il y a, par exemple, un certain nombre d'opérateurs, y compris vous, je crois que vous travaillez sur une de ces chaînes-là, qui peuvent effectivement contribuer au financement de la culture. Ce n'est pas qu'on ciblera cette entreprise-là spécialement, non, c'est de façon générale. Donc ils peuvent contribuer. Nous pouvons aussi, en faisant ce qui se fait ailleurs, Valérie, c'est-à-dire en défiscalisant les soutiens du secteur privé à la culture. C'est-à-dire que si on vient... C'est le principe du mécénat. Absolument, si on vient, voilà, un mécène vient dire, je vais donner une autre dimension à Comedy Club. Voilà, je vais peut-être mettre 1 milliard pour qu'ils puissent... On dit non. 1 milliard, j'espère qu'ils ont suivi. Hein. Le Comedy Club, on est sur 1 milliard à peu près. Bon, non, peut-être j'ai dit des bêtises. Donc, si vous passez à étudiant un jour, je vous rappelle ça. Je vais garder l'extrait là. Peut-être que ce ne sera pas pour je vais le poster pendant 2 mois sur tous mes réseaux sociaux. Peut-être que ce ne sera pas pour Comedy Club tout seul, mais enfin, on peut trouver les 1 milliard. Donc, dire que si vous faites cela, vous avez des déductions d'impôts. Tout à fait. Donc, vous pouvez avoir des déductions d'impôts. Je pense que ça peut inciter un certain nombre de mécènes. C'est ce qu'on fait aussi pour faire vivre les peintres. C'est ce qu'on fait pour faire vivre les sculpteurs, etc., etc. Donc moi, je pense que, franchement, avec humilité, je ne me fais pas de soucis réels sur notre capacité à trouver des financements pour la culture. Ok, alors la question suivante, c'était de vous demander de nous parler de votre programme culture. Je pense que vous avez un peu balayé. Si vous pensez avoir quelque chose à ajouter sur votre programme culture, et comment en tant que candidat. Absolument. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Il y a d'abord ce qu'on va faire au niveau national. Je pense que le Cameroun est en mesure de se positionner
comme un point de référence culturelle au niveau mondial en faisant quoi? Et c'est une des idées que je défendrais et que je souhaiterais, même si quelqu'un d'autre devait arriver demain, qu'il promeuve cette idée-là, c'est de créer au Cameroun une bibliothèque des mondes noirs, qui serait à la fois une bibliothèque avec des livres sur papier, mais également avec des supports virtuels, et de telle sorte que quelqu'un qui veut en savoir davantage sur le monde noir dans le monde soit obligé de venir au Cameroun ou d'entrer en contact avec le Cameroun. Pour moi, ça, c'est fondamental. Nous devons également créer toujours au niveau national, des choses qui permettent précisément à nos artistes musiciens, par exemple, de s'améliorer. Il y a des gens qui sont naturellement talentueux, et il y en a beaucoup dans notre pays. Mais on doit aussi faire comprendre aux uns et aux autres que la musique, c'est quelque chose qui s'apprend, qui a des règles, et que si on veut atteindre un certain niveau et ne pas plafonner, parce qu'on ne peut plus aller plus loin, il faut vraiment apprendre. Même quand on a le talent, au départ, il faut apprendre. Et moi, j'aimerais que l'on crée au Cameroun un jour une académie de musique. Une académie de musique. Et qu'on crée également, ça va de pair avec... le conservatoire. Voilà, exactement, conservatoire de musique. Comédien, cinéma. Parfait, vous avez tout compris. Pour que même, justement, merci de tendre la perche à propos du cinéma, pour que nos acteurs ne soient pas encore bruts, comme ils sont. Il faut qu'ils connaissent vraiment le jeu d'acteur. C'est-à-dire, un acteur, c'est celui qui joue le moins. Parce que c'est celui qui joue le moins. C'est-à-dire quand vous... Attention à ce que vous dites là. Bon, je retire. Non, parce que là, vous dites que mes collègues jouent mal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on peut peaufiner pour que le jeu d'acteur, et pour que même leur carrière d'acteur ne se limite pas au Cameroun. Il faut qu'on invite les acteurs camerounais au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud pour participer à des films, et peut-être demain à Hollywood. Pourquoi pas? Bon, il faut pas qu'ils se cantonnent et plafonnent leur niveau. Et pour justement avoir de telles prétentions, il faut vraiment apprendre cela, comme pour la musique. Donc c'est pour cela que je pense qu'il faut que nous ayons ces institutions-là. Croyez-moi, je crois qu'il y a une musique africaine que l'on peut considérer comme musique africaine classique. Mais qu'il faut que les gens apprennent. Je pense par exemple à la musique de la Kora, K-O-R-A. C'est la musique africaine classique, ça ne se chante pas nécessairement, c'est la musique elle-même qui vous transporte. Et nous devons cesser de croire que la musique classique n'a été faite que par Beethoven, Bach et je ne sais plus qui, et que nous avons cela ici. Mais pour y arriver au niveau où je vois par exemple la Gambienne, je crois que c'est Jafet, Soba, je crois, la Gambienne qui joue de la kora, c'est une des rares femmes. Il faut vraiment aller apprendre. Et donc, c'est pour cela que je dis, doter nos jeunes, donner à nos jeunes les instruments de devenir plus performants. Et les Camerounais qui sont, Dieu merci, naturellement talentueux, vont vraiment dominer plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, au niveau local, on parlait tout à l'heure de musique. Je pense que nous devons créer les conditions pour que les jeunes, même ceux qui font la musique urbaine, et Dieu sait... Vous connaissez l'Ombolé? Pardon? Vous connaissez l'Ombolé? Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Bien sûr. Je voulais me rassurer. Non, bien sûr. Parce que tout ça, c'est les mboléens. Donc, qui font la musique urbaine, trouvent des endroits où ils peuvent s'exprimer, enregistrer même leur musique. Parce que vous avez des jeunes, moi j'ai dit, en 2018, je crois, un jeune vient me voir avec sa maquette. Oui, mais si je pouvais avoir 900 000, bon, quand on a pu, on a aidé. Il ne s'agit pas ici de dire le nom. Mais si on créait un cadre où ils peuvent enregistrer, sous la supervision évidemment d'une équipe, c'est organisé et tout, ça permettrait aux jeunes de s'occuper davantage à certains jeunes qui ont le talent de pouvoir trouver là leur chemin. Et je pense que vraiment notre pays est en mesure de mettre ça à la portée des jeunes. Donc j'ai cité ça, et il y a, bon, je ne vais pas citer ce que tout le monde cite, c'est-à-dire faire des bibliothèques, refaire des salles de spectacle, un peu au niveau régional, parce que maintenant Yaoundé commence à avoir des salles de spectacle, mais on pourrait en avoir davantage, parce qu'il y a le palais des congrès, il y a le palais des sports. Bon, mais d'autres villes n'ont pas cette chance. Donc il faut effectivement doter d'autres villes de salles de spectacle de bon niveau, avec une bonne acoustique, où les jeunes peuvent effectivement amener les gens à écouter leur musique et à avoir envie de revenir ou d'acheter leur... Mais pourquoi on a l'impression, quand vous êtes en campagne, les leaders politiques, quasiment tous, que vous ne faites pas beaucoup cas de la culture? Parce que vous avez toujours l'économie, la sécurité. Oui, sans la sécurité, on ne peut rien faire. L'économie, la santé, le sport. Parce que nous, on vous gagne tout le temps. Parce que quand c'est le football, vous êtes tous motivés. Vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme, mais vous ne vous appesantissez pas assez sur la culture pendant vos campagnes, quand vous défendez vos programmes. Et ça, le monde culturel vous regarde avec un œil. Merci de nous rappeler cela. C'est vraiment le sentiment que vous avez, on va corriger. Mais franchement, en 2018, j'avais déjà quand même esquissé ces grandes idées. On va mettre davantage l'accent là-dessus. J'ai oublié, ce n'est pas un oubli, je voulais juste citer parmi les choses que j'aimerais qu'on mette en place dans notre pays, notamment justement pour le monde culturel, pour la jeunesse. Parce que, vous savez, on ne peut qu'être d'accord, parce que non seulement je soutiens la culture, parce que j'aime la culture, j'ai beaucoup d'aspects de la culture, mais parce qu'en plus,
ça participe effectivement à la richesse économique, oui, au développement d'un pays. Ça crée de l'argent. Quand le Nigeria est devenu la deuxième puissance ou la première puissance économique, c'est parce que voilà, on a mis en fait dans la comptabilité du PIB, du produit intérieur brut du Nigeria, la production de Nollywood. Ouais. Voilà. Et donc jusque-là, on ne prenait pas ça en compte. Dès qu'on a pris ça en compte, ils ont explosé. Et moi, j'ai justement envie de doter le Cameroun, ne serait-ce que d'un embryon on va dire quoi, Wood. Bon, de Balawood ou je ne sais pas moi quoi, Wood. Cameroun. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de voir comment on a mis en place disons les studios de cinéma de Calabar, parce qu'il y a un grand à Calabar, et c'était le gouverneur de l'état de Cross River qui l'avait fait. On a visité et on était émerveillés. Et quand vous voyez le nombre de tournages qui sortent de leur studio aujourd'hui, vous êtes impressionnés. C'est pas pour rien que Netflix a signé un accord avec eux. Donc, bien, ils ont joué au plus. Voilà. Mais c'est autre chose. Voilà, ça c'est autre chose. Mais ils ont signé un accord pour diffuser leurs films parce que bon, ils faisaient. Donc moi, je pense, nous ne sommes pas le Nigeria, c'est vrai, mais à notre niveau, nous ne sommes quand même pas rien non plus à l'échelle de l'Afrique. 30 millions, c'est pas parmi les pays les plus peuplés, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir un vrai cinéma camerounais, accompagné par l'État, soutenu par le secteur privé et débarrassé de tout ce qui peut l'alourdir sur le plan fiscal et tout ce que vous voulez. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qu'on va... On va sortir de cette rubrique avec une... Jean-Pierre Bekolo, on en avait parlé à l'époque. J'espère que quand il n'a pas oublié non plus. Et donc, mais s'il a oublié, je lui dis donc que moi, je n'ai pas oublié. Alors, quand vous parlez art, culture, vous parlez beaucoup de musiciens, un peu de plasticiens, les humoristes. Donc, en fait, vous êtes chez un humoriste, monsieur Campbell. J'ai dit... Vous êtes chez un humoriste, mais vous ne faites pas cas de l'humour. Alors, ça, c'est une petite question piège. Donc là, je vais vous demander de citer 4 ou 5 humoristes camerounais vivants. Ah. Bon. Et je vous laisse citer Valérie Ndongo. Oui. Que je vous aide. Voilà, bien sûr, il y a Valérie Ndongo. Donc, il reste 3 ou 4. Là, l'acteur va mourir dans son film. Non, je cherche le nom parce que je connais. Comment il s'appelle? Je peux vous aider avec la référence, si vous avez référence. Il y a le jeune là qui récitait mon propos devant le Conseil constitutionnel. Bon, vous pardonnerez que j'ai un petit faible pour lui. Oui. Comment il s'appelle encore? C'est pas Kaiser, non? Non, c'est pas Kaiser. Il y a Kaiser, bon voilà. Non, je vous ai aidé. Bon, mais Valérie, si je ne le connaissais pas, le nom ne me dirait rien, donc je connais Kaiser. Et j'ai été à plein d'événements où Kaiser a presté. Il est époustouflant, je me demande si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il bluffait tout le monde quand il arrivait en imitant le président de la République. Bon Dieu, quel talent, quel vraisemblable, quelle justesse. Bon, donc il y a Kaiser, il y a... Comment il s'appelle celui qui... Là, je ne vais plus vous aider. Bon, peu importe. Bon, je les connais, mais bon... Même sur YouTube, des youtubeurs qui font des comédies... Si vous donnez les noms, je vais... Bon, alors, là, je vais vous aider. Oui. Yuri Takam, vous connaissez? Oui, bien sûr. Ok, Diane Nama. Oui. Issa Namazia. Non. Ok, bon, il est nouveau, mais extrêmement talentueux. Spaghetti. Oui, bien sûr. Bon, alors, l'histoire va retenir que je vous ai aidé. Oui, ça c'est sûr. Ok. Alors, mais moi, j'ai connu au moins Valérie Ndongo, Kaiser, et puis je ne sais plus qui. Bon, Kaiser, c'est moi aussi qui ai aidé. Non, je sais, le nom était là. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.